À 44 ans, Florian Philippot n'est plus seulement ce visage que l'on a vu pendant des années sur les plateaux de télévision, lançant des phrases tranchantes, défendant des positions parfois incomprises, souvent contestées, mais rarement ignorées. Il est devenu une figure à part dans le paysage politique français. Un homme qui semble avoir choisi la rupture comme méthode, la solitude comme destin et la confrontation comme langage. Mais derrière cette image dure, derrière cette voix posée qui semble toujours vouloir convaincre, se cache une histoire plus complexe, presque paradoxale. Car l'homme qui prétend combattre le système en connaît les codes mieux que beaucoup de ceux qui le défendent. C'est peut-être là que commence la véritable énigme Florian Philippot. Non pas dans ses discours les plus bruyants, ni dans ses déclarations les plus polémiques, mais dans ce contraste profond entre son parcours et son image, avant de devenir l'un des symboles du souverainisme radical, avant de fonder son propre mouvement, avant de se présenter comme un homme libre face aux grands appareils politiques, Florian Philippot a été formé au cœur même de l'élite française. Il n'est pas arrivé en politique comme un insurgé venu de nulle part. Il n'a pas surgi des marges sociales, armé uniquement de colère et d'instinct. Il a étudié, observé, appris les mécanismes du pouvoir, les rituels de la communication, les faiblesses des partis et les attentes d'un électorat souvent déçu. Et c'est précisément ce qui rend son itinéraire fascinant. Florian Philippot n'est pas simplement un homme politique qui s'est opposé à une ligne dominante. Il est l'exemple d'un homme qui, après avoir compris le fonctionnement du système de l'intérieur, a décidé d'en faire le procès à ciel ouvert. Cette décision, il l'a payée cher. Et plus les années ont passé, plus une question s'est imposée. Que reste-t-il d'un homme quand il a bâti toute sa carrière sur le refus de céder? Le jeune Florian Philippot n'avait pourtant pas le profil classique du tribun populiste. Né dans le Nord, dans une famille liée au monde de l'éducation, il grandit dans un environnement où la rigueur, le travail et la réussite scolaire comptent. Dès le départ, son parcours donne l'impression d'une trajectoire méthodique. Il n'est pas de ceux qui se contentent de suivre le courant. Très tôt, il semble attiré par les grandes idées, les débats de fond, les fractures historiques françaises, la nation, l'État, l'indépendance, la souveraineté, le rôle du peuple, la place de l'Europe. Chez lui, la politique ne semble jamais avoir été un simple métier. Elle prend plutôt la forme d'une obsession intellectuelle. Florian Philippot regarde la France comme un pays abîmé par ses renoncements. Il voit dans la construction européenne non pas une promesse de puissance collective, mais une dépossession progressive. Il perçoit dans la mondialisation non pas une ouverture heureuse, mais une mécanique qui déplace le pouvoir loin des citoyens ordinaires. Que l'on partage ou non cette vision, elle structure tout son personnage. Elle explique ses fidélités, ses ruptures, ses colères et peut-être une partie de sa solitude. Avant d'être un visage politique national, Florian Philippot est donc un produit de l'excellence républicaine. Il passe par de grandes écoles, fréquente les lieux où se forment ceux qui, plus tard, conseilleront, administreront, gouverneront ou influenceront. Ce détail est essentiel car il révèle une tension profonde. L'homme qui deviendra l'un des critiques les plus acharnés des élites françaises a lui-même traversé leurs institutions les plus prestigieuses. Cela ne signifie pas qu'il soit incohérent. Au contraire, cela peut expliquer la dureté de son jugement. Souvent, les critiques les plus sévères d'un monde sont ceux qui l'ont approché de très près. Cette proximité initiale avec les élites lui a donné un avantage décisif. Florian Philippot a compris très tôt que la politique moderne ne se gagnait pas seulement avec des idées, mais avec des récits. Il a compris l'importance des mots, des symboles, des images, des formules courtes qui restent dans l'esprit. Il a compris que le débat public fonctionne comme une scène, avec ses rôles, ses tensions, ses silences et ses coups de théâtre. Cette intelligence de la communication deviendra l'une de ses armes principales. Lorsqu'il rejoint le Front National au début des années 2010, le parti traverse une période de transformation profonde. Marine Le Pen cherche alors à modifier l'image héritée de son père, à élargir l'électorat, à imposer une stratégie de normalisation. Florian Philippot arrive dans ce moment précis comme un stratège, un technicien, mais aussi comme un idéologue. Il ne se contente pas d'accompagner une évolution, il lui donne une colonne vertébrale, souverainisme, sortie de l'euro, défense de l'État, critique de l'Union européenne, discours social adressé aux classes populaires. Très vite, il devient l'un des hommes les plus visibles du parti. Sur les plateaux, il parle vite, coupe peu, attaque avec calme, répond avec une froideur calculée. Il n'a pas le style brutal de certains anciens cadres. Il ne cherche pas toujours l'éclat sonore, son arme est différente. Il rationalise, structure, répète, ramène tout à une même logique. Pour ses partisans, il donne une crédibilité nouvelle à un courant politique longtemps enfermé dans ses outrances. Pour ses adversaires, il incarne une forme plus habile, plus moderne et donc plus dangereuse de radicalité politique. Mais au cœur de cette ascension, une tension se prépare déjà.
Florian Philippot n'est pas seulement un communicant au service d'un parti, il porte une ligne. Et cette ligne, tôt ou tard, va heurter d'autres ambitions, d'autres sensibilités, d'autres calculs. Dans les coulisses, tout le monde comprend qu'il ne s'agit pas seulement de stratégie électorale. Il s'agit d'une bataille pour définir l'âme d'un mouvement. Le Front National doit-il rester concentré sur l'immigration et l'identité ? Doit-il devenir un parti souverainiste social, obsédé par l'euro et l'Union européenne ? Doit-il parler d'abord aux classes populaires inquiètes pour leur pouvoir d'achat ou à une droite plus conservatrice préoccupée par l'ordre et les valeurs ? Florian Philippot choisit son camp. Il veut faire du souverainisme le centre de gravité. Pour lui, tout découle de la souveraineté perdue. La monnaie, les frontières, la loi, l'économie, la diplomatie, la démocratie elle-même. Cette vision est cohérente, mais elle est aussi lourde politiquement. Car en France, la question européenne divise profondément. Elle passionne une partie de l'électorat, mais elle inquiète aussi ceux qui redoutent l'instabilité. Elle peut mobiliser, mais elle peut aussi faire peur. Elle donne une identité forte, mais elle limite parfois les alliances. Pendant quelques années, Florian Philippot semble pourtant incarner l'avenir. Son influence grandit, sa présence médiatique devient incontournable. Il est l'un de ceux qui donnent au parti une tonalité nouvelle, plus technocratique, plus sociale, plus institutionnelle. Il apparaît comme l'homme des plateaux, celui qui sait répondre aux journalistes, celui qui assume les sujets complexes, celui qui peut parler d'euros, de traités, de banque centrale européenne, de protectionnisme et de référendum sans perdre le fil. Mais cette montée en puissance a un prix. Dans tous les partis, l'influence attire la jalousie. Et plus Florian Philippot gagne en visibilité, plus il devient une cible. Certains lui reprochent son poids excessif. D'autres contestent sa ligne. D'autres encore l'accusent d'éloigner le mouvement de ses fondamentaux. Peu à peu, l'homme qui avait été présenté comme un atout devient, pour une partie de son propre camp, un problème. C'est là que se dessine le premier grand drame de son parcours. Florian Philippot a cru pouvoir transformer une machine politique sans que cette machine finisse par se défendre. Il a cru que la cohérence idéologique pouvait l'emporter sur les équilibres internes. Il a cru qu'une ligne politique, si elle était suffisamment claire, finirait par s'imposer naturellement. Mais la politique n'est jamais seulement une affaire d'idées. Elle est aussi une affaire d'ego, de clans, de rapports de force, de fidélités anciennes et de peurs collectives. Lorsque les tensions deviennent trop fortes, la rupture semble presque inévitable. Elle ne survient pas comme un accident, mais comme l'aboutissement d'une contradiction ancienne. Florian Philippot ne veut pas être un simple lieutenant. Il veut défendre sa ligne jusqu'au bout. Or, un parti supporte rarement qu'un de ses cadres devienne le symbole d'une orientation contestée. Le jour où la stratégie échoue ou paraît fragile, celui qui l'incarne devient vulnérable. Après l'élection présidentielle de 2017, les débats internes s'intensifient. L'échec du second tour, les critiques contre la ligne économique et européenne, les remises en question de la stratégie. Tout converge vers lui. Florian Philippot se retrouve exposé. Ce qu'il avait construit devient aussi ce qu'on lui reproche. Sa force se transforme en faiblesse. Son identité politique devient une cible. Et dans ce moment précis, il doit choisir. Rester au prix du renoncement ou partir au prix de l'isolement. Ce choix va marquer toute la suite de son existence politique. En quittant l'ancien Front National et en lançant les Patriotes, Florian Philippot ne tourne pas simplement une page. Il brûle un pont. Il décide de ne plus dépendre d'un appareil plus grand que lui. Il choisit l'autonomie, mais aussi la marginalité. Il gagne sa liberté mais perd la puissance d'une grande structure. Il peut enfin parler sans filtre. Mais il doit désormais construire presque seul un mouvement, un électorat, une crédibilité, une dynamique. C'est ici que commence la partie la plus dure de son histoire. Car dans la vie politique française, exister en dehors des grandes formations est un combat permanent. Il faut des militants, des financements, des signatures, des relais médiatiques, des résultats électoraux. Il faut convaincre que l'on n'est pas seulement un ancien cadre en rupture, mais le début d'une nouvelle force. Il faut transformer une blessure politique en projet national. Florian Philippot tente de le faire avec obstination. Il répète que son combat n'a pas changé. Il affirme que la souveraineté reste la clé. Il continue d'attaquer l'Union européenne, l'euro, l'OTAN, les gouvernements successifs, les médias dominants, les compromis qu'il juge destructeurs. À chaque crise, il cherche à démontrer que son analyse était juste. À chaque nouvelle tension internationale, économique ou sanitaire, il y voit la confirmation de son diagnostic. La France aurait perdu le contrôle d'elle-même. Ses adversaires, eux, y voient autre chose, un enfermement. Ils l'accusent de répéter toujours les mêmes thèmes, de radicaliser son discours, de s'adresser à un public de plus en plus restreint. Certains observateurs le décrivent comme un homme prisonnier de sa propre ligne. D'autres estiment qu'il a simplement refusé les accommodements qui permettent de survivre politiquement.
Mais une chose est certaine, Florian Philippot ne laisse pas indifférent. Même affaibli électoralement, même contesté, même moqué parfois, il continue d'occuper une place singulière dans le débat public. Et c'est peut-être cela, la première vérité troublante de son parcours. Il n'a jamais vraiment cherché à plaire au plus grand nombre. Il a cherché à avoir raison, ou du moins à rester fidèle à ce qu'il considère comme la vérité. En politique, cette attitude peut être admirable pour les uns, suicidaire pour les autres, car le pouvoir exige souvent des compromis, tandis que la fidélité absolue à une idée conduit parfois à l'isolement. À 44 ans, Florian Philippot se trouve donc face à un paradoxe cruel. Il possède l'expérience, la culture politique, la maîtrise médiatique et la constance idéologique. Mais il porte aussi le poids des ruptures, des défaites et des occasions manquées. Il a connu les coulisses d'un grand parti, puis la solitude d'un mouvement indépendant. Il a été au centre d'une stratégie nationale, puis relégué dans un espace politique plus étroit. Il a voulu incarner l'avenir d'une droite souverainiste sociale, mais il s'est retrouvé à devoir prouver sans cesse qu'il n'appartenait pas seulement au passé, car il montre un homme qui a tout misé sur une conviction. La France ne pourra se sauver qu'en retrouvant sa souveraineté totale. Ce n'est pas une simple proposition programmatique chez lui. C'est une vision du monde, c'est une lecture de l'histoire, c'est presque une mission personnelle. Et lorsqu'un homme transforme une idée politique en mission, il devient capable de beaucoup endurer. Mais il devient aussi incapable de reculer. Voilà pourquoi le silence que Florian Philippot finit par briser n'est pas seulement un silence médiatique. C'est un silence plus intime, plus profond. Celui d'un homme qui sait que son choix lui a coûté bien plus qu'il ne l'admet publiquement. Derrière les discours, derrière les slogans, derrière les vidéos, les meetings et les déclarations, il y a cette réalité difficile. En choisissant la rupture permanente, il a aussi choisi de vivre avec ses conséquences. L'aveu terrible commence ici, dans ce premier constat. Florian Philippot n'est pas seulement un homme qui combat le système. Il est un homme qui a quitté les routes les plus sûres pour suivre une voie dont il savait qu'elle pouvait le conduire à l'isolement. Il a voulu être libre, mais la liberté politique, lorsqu'elle est totale, a un prix immense. Elle prive parfois de protection, d'alliés, de puissance et même de reconnaissance. Après la rupture, il y a toujours un moment de vertige. Pour un homme politique, quitter une grande formation n'est jamais un simple changement d'adresse. Ce n'est pas seulement abandonner un logo, une équipe, une salle de réunion, un calendrier militant. C'est perdre une partie de son armure, c'est sortir d'une maison dont on connaissait les couloirs, même lorsqu'ils étaient sombres, pour marcher seul dans une ville hostile. Florian Philippot l'a compris très vite. L'indépendance politique ressemble d'abord à une victoire morale, puis elle devient une épreuve quotidienne. Lorsqu'il fonde les Patriotes, il veut prouver que son départ n'est pas une fuite, mais une clarification. Il veut montrer qu'il n'a pas quitté un parti par caprice, ni par orgueil blessé, mais parce qu'une ligne essentielle avait été abandonnée. Dans son récit, il n'est pas l'homme qui a perdu une bataille interne, il est celui qui a refusé de trahir ses convictions. C'est une différence fondamentale. Toute sa stratégie repose sur cette idée. Il n'a pas été exclu de l'avenir, il s'est retiré d'un compromis qu'il jugeait impossible. Mais la politique n'est pas seulement affaire de récits personnels. Elle exige des preuves. Elle demande des chiffres, des voix, des élus, des campagnes, des affiches, des financements, des signatures. Elle oblige les convictions à se mesurer au réel. Et le réel, pour Florian Philippot, est brutal. Très vite, il découvre que la notoriété médiatique ne suffit pas à construire une force électorale durable. Être connu n'est pas être suivi. Être invité sur les plateaux ne signifie pas disposer d'un peuple derrière soi. Être commenté n'est pas être choisi. C'est peut-être l'une des leçons les plus dures de son parcours. Pendant des années, Florian Philippot a été visible. Il a parlé au nom d'un grand parti, il a représenté une stratégie, il a été identifié par le public comme un visage important de la vie politique. Mais cette visibilité était liée à une structure, une partie de son poids venait du parti qu'il incarnait, de la candidate qu'il défendait, de la dynamique électorale qui l'entourait. Une fois seul, la même présence médiatique n'a plus le même effet. Le projecteur éclaire encore l'homme, mais il ne suffit plus à illuminer une armée. Le dissident découvre alors une vérité froide. Dans la politique française, l'espace est étroit pour ceux qui refusent de les grandes familles existantes. Les électeurs peuvent aimer une idée sans accepter de voter pour une petite formation. Ils peuvent applaudir un discours sans croire à sa capacité de gouverner. Ils peuvent partager une colère sans rejoindre une organisation. La sympathie ne se transforme pas automatiquement en suffrage. Et c'est dans cet écart entre l'attention et l'adhésion que Florian Philippot va mener l'un des combats les plus difficiles de sa vie publique. Il continue pourtant. Il organise, il commente, il dénonce. Chaque événement devient pour lui une occasion de rappeler sa grille de lecture. Crise européenne, tensions économiques, débats sanitaires, guerre, inflation, perte de pouvoir d'achat, décision de Bruxelles, choix diplomatiques, tout semble confirmer, à ses yeux, l'erreur fondamentale des dirigeants français.
Pour lui, la France ne décide plus assez par elle-même. Elle suit, elle obéit, elle s'aligne, elle accepte. Et cette acceptation, il la présente comme la source de presque toutes les faiblesses nationales. Cette cohérence impressionne ses partisans. Ils voient en lui un homme constant, rare dans un monde politique où les opinions changent au rythme des sondages. Ils aiment sa capacité à répéter la même chose quand d'autres modifient à leur discours. Ils voient en sa solitude non pas un échec, mais une preuve de sincérité. Pour eux, Florian Philippot n'a pas été marginalisé parce qu'il avait tort, il a été marginalisé parce qu'il disait trop tôt ce que d'autres finiront par reconnaître plus tard. Mais ses adversaires lisent la même histoire à l'envers. Pour eux, cette constance est devenue enfermement. Ils estiment qu'il interprète chaque événement à travers un seul prisme, celui de la souveraineté perdue, au risque d'ignorer la complexité du monde. Ils lui reprochent de transformer chaque crise en confirmation de ses thèses. Ils jugent que son discours s'est durci à mesure que son influence institutionnelle diminuait. Dans leur regard, l'ancien stratège est devenu un homme de protestation permanente. C'est là que se joue le drame politique de Florian Philippot. Les qualités qui ont fait sa force sont aussi celles qui nourrissent les critiques. Sa constance peut être vue comme du courage ou comme de l'obsession. Sa liberté peut être admirée comme une indépendance ou dénoncée comme un isolement. Sa méfiance envers les puissances supranationales peut être comprise comme du patriotisme ou attaquée comme du repli. Son refus des compromis peut passer pour de la fidélité ou pour une incapacité à construire une majorité. Dans les années qui suivent son départ du Front National, il cherche donc à exister dans un espace paradoxal. Il n'est plus dans le grand parti qu'il a contribué à transformer. Il n'est pas non plus intégré à la droite traditionnelle. Il ne se confond pas avec les mouvements plus classiques du souverainisme. Il occupe une position singulière, parfois difficile à expliquer au grand public. Et dans une époque où la politique fonctionne beaucoup par simplification, cette singularité devient à la fois une identité et un handicap. Car pour gagner, il ne suffit pas d'avoir un diagnostic. Il faut une incarnation collective. Il faut que les citoyens se disent, non seulement il a peut-être raison, mais aussi il peut nous représenter, il peut gouverner, il peut rassembler. C'est ce passage-là qui reste le plus difficile. Florian Philippot sait parler à des convaincus. Il sait mobiliser ceux qui se sentent trahis par les partis dominants, ceux qui voient dans l'Union européenne la racine de nombreux problèmes, ceux qui souhaitent une rupture nette. Mais peut-il dépasser ce cercle ? Peut-il transformer une communauté de conviction en majorité politique ? Toute son histoire récente se heurte à cette question. Il y a aussi le poids de l'image. En politique, l'image colle à la peau plus longtemps que les idées. Florian Philippot reste, pour beaucoup de Français, l'ancien bras droit de Marine Le Pen. Même lorsqu'il s'en éloigne, même lorsqu'il défend sa propre ligne, même lorsqu'il critique les choix du Rassemblement national, cette étiquette demeure. Elle l'aide auprès d'une partie du public qui l'a connu à cette époque, mais elle le limite auprès d'autres électeurs qui ne veulent pas entendre ce qui vient de cette histoire politique. C'est une prison invisible. On peut quitter un parti, mais on ne quitte jamais totalement la mémoire publique. Les années passées laissent des traces. Les anciennes alliances deviennent des définitions, les photographies, les débats, les slogans, les campagnes, tout cela reste. Florian Philippot peut se présenter comme un homme libre, mais ses adversaires n'oublient pas d'où il vient. Ils utilisent cette origine pour contester sa crédibilité ou enfermer son discours dans une continuité qu'il aimerait dépasser. Pour lui, cette situation est injuste. Il estime avoir pris ses responsabilités. Il considère qu'il a rompu précisément parce qu'il ne voulait pas renoncer à ce qui lui semblait essentiel. Mais en politique, les nuances biographiques sont rarement entendues. Le public retient des images simples, anciens cadres, rupture, petit parti, discours souverainiste, critique de l'Union européenne. Tout le reste demande du temps et le temps médiatique manque toujours. Alors, Florian Philippot développe une stratégie directe. Il contourne autant que possible les filtres traditionnels. Il s'adresse à son public par les réseaux sociaux, par les vidéos, par les interventions en ligne, par les rassemblements militants. Il construit une relation plus immédiate avec ceux qui le suivent. Ce choix correspond à l'époque. Les partis ne sont plus les seuls médiateurs. Les figures politiques peuvent parler sans attendre l'autorisation des grands médias. Elles peuvent créer leur propre scène, leur propre audience, leur propre rythme. Mais cette liberté numérique comporte, elle aussi, un piège. Elle peut renforcer la fidélité d'un noyau militant, mais elle peut aussi enfermer dans une bulle. Plus un responsable politique parle directement à ceux qui l'approuvent, plus il risque de croire que cette audience représente le pays entier. Les applaudissements en ligne sont réels, mais ils ne remplacent pas les urnes. Les commentaires enthousiastes donnent de l'énergie, mais ils ne garantissent pas une dynamique nationale. La politique moderne est pleine de ces illusions. Beaucoup de bruit, beaucoup d'engagement, beaucoup de visibilité, mais parfois peu de traduction électorale. Florian Philippot connaît ce problème.
C'est pourquoi il cherche régulièrement à ramener son combat vers les institutions, vers les élections, vers les candidatures. Il ne veut pas seulement commenter, il veut peser. Il ne veut pas être réduit au rôle d'observateur critique. Il veut incarner une option politique. Pourtant, chaque campagne rappelle la difficulté de cette ambition. Il faut franchir des seuils, obtenir des soutiens, convaincre au-delà des sympathisants déjà acquis. Et chaque résultat insuffisant nourrit le même soupçon. Sa ligne peut-elle vraiment devenir majoritaire ? Cette question le poursuit. Elle est injuste pour certains, légitime pour d'autres, mais inévitable pour tous. Un homme politique qui revendique la vérité contre le système doit tôt ou tard prouver que cette vérité parle à un peuple. Sinon, ses ennemis peuvent le réduire à une figure de témoignage. Or, Florian Philippot ne veut pas être un témoin. Il veut être un acteur. C'est là que se trouve sa blessure politique la plus profonde. Il se bat comme un homme qui veut transformer l'histoire, mais il se retrouve souvent traité comme un homme qui commente l'histoire depuis le bord de la route. Cette contradiction devient encore plus visible lorsque la France traverse des périodes de crise. Lors des grands débats nationaux, Florian Philippot tente de se placer au centre de la contestation. Il dénonce les mesures qu'il juge liberticides, les décisions qu'il considère imposées d'en haut, les orientations internationales qu'il estime contraires à l'intérêt national. Il cherche à incarner une voie de résistance. Dans ces moments-là, il retrouve une forme de visibilité. Des citoyens qui ne le suivaient pas auparavant l'écoutent. Certains se reconnaissent dans son discours de défiance, mais cette visibilité de crise est fragile. Elle dépend de l'intensité du moment. Quand l'émotion collective retombe, quand l'actualité se déplace, quand les médias changent de sujet, le mouvement peut perdre en force. La colère rassemble vite, mais elle se disperse tout aussi rapidement. Pour transformer une contestation en force politique durable, il faut une organisation solide. Des relais locaux, une stratégie patiente. C'est souvent là que les mouvements dissidents rencontrent leurs limites. Florian Philippot, lui, continue de croire que les crises successives finiront par ouvrir une brèche. Il pense que l'histoire travaille pour lui. Il estime que les événements finiront par révéler ce qu'il annonce depuis des années, l'impuissance d'une France privée de souveraineté. Cette conviction lui donne une résistance particulière. Là où d'autres auraient abandonné après plusieurs défaites, il persiste. Là où d'autres chercheraient à rejoindre une formation plus grande, il maintient son cap. Là où d'autres arrondiraient leur discours pour séduire davantage, il durcit parfois encore son refus. Cette obstination est au cœur du personnage. Elle fascine autant qu'elle inquiète, car elle pose une question presque intime. Que cherche vraiment Florian Philippot ? Le pouvoir ? La reconnaissance ? La revanche ? La fidélité à une idée ? Peut-être un mélange de tout cela. Comme beaucoup d'hommes politiques, il ne peut pas être réduit à un seul moteur. Il veut convaincre, mais il veut aussi prouver. Il veut rassembler, mais il veut aussi avoir été celui qui n'a pas cédé. Il veut gagner, mais pas à n'importe quel prix. Ce pas à n'importe quel prix est essentiel. Il explique pourquoi il n'a pas simplement rejoint une autre force plus puissante. Il explique pourquoi il accepte une forme de marginalité plutôt qu'une alliance qu'il jugerait incohérente. Il explique aussi pourquoi ses partisans lui restent fidèles. Il voit en lui un homme qui ne vend pas sa ligne pour obtenir une place. Mais cette même attitude limite sa capacité à élargir. La politique est l'art du compromis. Florian Philippot, lui, a construit sa marque sur le refus de certains compromis. Plus le temps passe, plus cette tension devient lourde. À 44 ans, il n'est plus un jeune conseiller ambitieux. Il n'est plus seulement l'ancien visage d'une stratégie lepéniste. Il est désormais un homme politique dont le parcours est déjà chargé de ruptures, d'échecs, de retours et de combats. Il sait que les années comptent. Il sait que chaque nouvelle échéance peut être présentée comme une dernière chance. Il sait aussi que ses adversaires attendent toujours le moment où ils pourront dire « il n'a pas réussi ». Mais Florian Philippot ne semble pas vouloir leur offrir cette conclusion. Il revient encore et encore avec le même message « la France doit reprendre son indépendance ». Ce message, il le décline sous toutes les formes. Il le relie à l'économie, à la diplomatie, à l'énergie, à la santé, à l'agriculture, à l'immigration, à la sécurité, aux libertés publiques. Tout devient souveraineté. Tout revient à cette question, qui décide ? C'est ici que son discours trouve sa force la plus simple. Car même ceux qui ne partagent pas ses solutions peuvent comprendre la question. Dans un monde complexe, les citoyens ont souvent le sentiment que les décisions leur échappent. Ils voient des règles venues de loin, des institutions difficiles à identifier, des marchés puissants, des crises internationales qui bouleversent leur quotidien. Florian Philippot met des mots sur cette dépossession ressentie. Il propose une réponse radicale, reprendre le contrôle national. Mais cette réponse radicale soulève immédiatement d'autres questions. Comment sortir de certaines dépendances sans créer de nouvelles fragilités ? Comment rompre avec des institutions européennes sans provoquer de choc économique ? Comment restaurer la souveraineté sans isoler le pays ? Comment transformer une promesse de liberté en projet gouvernable ?
Ce sont ces questions que ses adversaires lui opposent. Il ne se contente pas de critiquer son intention. Il conteste la faisabilité de son programme. Florian Philippot répond souvent que la peur du changement est entretenue par ceux qui profitent du système actuel. Selon lui, les arguments de prudence servent à empêcher toute rupture réelle. Il présente les risques de l'immobilisme comme plus graves que les risques du changement. C'est une rhétorique puissante. Elle renverse l'accusation. Celui qui propose la rupture n'est plus l'aventurier dangereux, ce sont les dirigeants qui poursuivent dans la même voie qui deviennent les véritables responsables du danger. Cette bataille des récits est permanente. D'un côté, Florian Philippot se décrit comme un lanceur d'alerte politique. De l'autre, ses adversaires le présentent comme un homme enfermé dans un scénario de sortie et de conflit. D'un côté, il parle de liberté nationale, de l'autre, on lui répond par la stabilité, les alliances, les équilibres économiques. Entre ces deux visions, une partie du public hésite, écoute, doute, puis retourne souvent vers des choix plus familiers. C'est ce retour vers le familier qui constitue peut-être son plus grand obstacle. Les électeurs peuvent être en colère contre le système, mais ils craignent aussi le vide. Ils peuvent dénoncer les partis installés, mais hésiter à donner leur voix à une force plus petite. Ils peuvent vouloir du changement, mais pas forcément une rupture complète. Florian Philippot, lui, propose une rupture nette. Il ne promet pas seulement d'aménager la situation. Il veut changer le cadre, et changer le cadre demande une confiance énorme. Or, cette confiance ne se décrète pas. Elle se construit lentement, parfois sur des décennies. Elle exige une présence locale, des victoires intermédiaires, des alliances, des visages nombreux autour du chef. C'est l'un des défis des patriotes, ne pas apparaître uniquement comme le mouvement d'un homme. Car si Florian Philippot en est la figure centrale, cette centralité peut devenir un plafond. Un parti identifié à une seule personnalité bénéficie de sa notoriété, mais souffre aussi de ses limites. Il doit prouver qu'il existe au-delà de son fondateur. Dans cette solitude organisationnelle, Florian Philippot révèle une résistance presque physique. Il continue les meetings, les prises de parole, les analyses, les campagnes. Il commente l'actualité avec une énergie constante. Là où certains responsables politiques disparaissent après une défaite, lui reste présent. C'est une manière de dire « je suis encore là ». Et dans cette répétition, il y a quelque chose de profondément humain. La politique n'est pas seulement l'exercice du pouvoir, c'est aussi le refus d'être effacé. Mais refuser d'être effacé ne suffit pas toujours à revenir au centre. Le paysage politique français a changé. Le Rassemblement national a poursuivi sa propre transformation. La droite traditionnelle cherche régulièrement une ligne. La majorité présidentielle a occupé le centre avec ses propres fractures. La gauche s'est recomposée autour de nouvelles tensions. Dans cet espace saturé, Florian Philippot doit trouver une place qui ne soit ni nostalgique, ni simplement protestataire, ni absorbée par d'autres forces plus visibles. C'est une tâche immense, et plus elle est difficile, plus l'homme semble s'accrocher à ce qu'il a de plus stable, sa conviction initiale. Peut-être parce qu'elle est devenue sa boussole, peut-être aussi parce qu'elle est devenue son identité. Après tant d'années, abandonner cette ligne ne serait pas seulement changer de stratégie, ce serait renier une partie de lui-même. Voilà pourquoi il ne recule pas. Voilà pourquoi il continue, même lorsque les résultats ne sont pas à la hauteur de ses ambitions. Et c'est là que l'aveu terrible commence à prendre une forme plus claire. Florian Philippot n'avoue pas seulement qu'il a été trahi, marginalisé ou combattu, ce serait trop simple. Ce qu'il laisse entrevoir, à travers son parcours, est plus dur encore, il sait que sa liberté politique l'a placé dans une solitude presque irréversible. Il sait que le chemin qu'il a choisi ne lui permet plus de revenir facilement en arrière. Il sait que chaque compromis futur serait interprété comme une capitulation. Il est prisonnier de sa propre cohérence. Cette prison est étrange, car il l'a construite lui-même. Elle n'est pas faite de murs imposés par ses ennemis, mais de promesses faites à ses partisans, de discours répétés, de lignes rouges tracées, de ruptures assumées. Plus il a revendiqué l'indépendance, plus il est devenu difficile pour lui d'accepter une alliance ambiguë. Plus il a dénoncé les renoncements des autres, plus il s'est interdit de renoncer lui-même. Plus il a construit son image sur le courage de dire non, plus le moindre oui devient dangereux. C'est le sort de tous les dissidents. Ils gagnent une pureté que les grands partis n'ont plus, mais ils perdent une souplesse dont les grands partis ont besoin pour durer. Florian Philippot incarne cette contradiction avec une intensité particulière. Ses admirateurs diront qu'il est resté droit. Ses critiques diront qu'il s'est enfermé. Mais les deux camps reconnaissent, d'une certaine manière, la même chose. Il a choisi une route difficile et il refuse d'en sortir. Au fond, le prix de la dissidence n'est pas seulement électoral. Il est psychologique. Il impose de vivre sous le regard constant du doute. Chaque échéance devient un test. Chaque revers devient une question. Chaque silence médiatique devient une menace d'effacement. Il faut une force intérieure considérable pour continuer à parler quand beaucoup pensent que vous n'avez plus de rôle central. Il faut aussi une part d'orgueil, sans doute. Mais en politique,
L'orgueil n'est pas toujours un défaut. Il est parfois ce qui empêche un homme de disparaître. À 44 ans, Florian Philippot se tient donc dans cet entre-deux. Trop connu pour être ignoré, trop isolé pour être considéré comme incontournable, trop expérimenté pour être traité comme un amateur, trop marginal électoralement pour être admis au cœur du jeu, trop constant pour être accusé d'opportunisme, trop rigide pour être facilement rassembleur. C'est une position inconfortable, mais c'est la sienne. Et peut-être est-ce justement cette position qui rend son histoire si captivante. Car elle n'est pas seulement l'histoire d'un homme politique, elle est l'histoire d'un choix poussé jusqu'à ses conséquences. Beaucoup parlent de liberté, beaucoup dénoncent les appareils, beaucoup promettent de ne jamais céder. Mais peu acceptent vraiment le coût de cette posture lorsqu'elle devient réalité. Florian Philippot, lui, a découvert que la liberté totale pouvait ressembler à une victoire solitaire. Car l'aveu terrible n'est pas forcément une phrase prononcée dans le secret. Il peut être inscrit dans une vie publique entière. Il peut se lire dans une obstination, dans une rupture, dans une solitude, dans une candidature relancée malgré les obstacles. Et lorsque Florian Philippot affirme encore qu'il veut porter sa vision pour la France, il semble reconnaître une chose que beaucoup soupçonnèrent depuis longtemps. Il ne peut plus reculer, même si le chemin devant lui devient de plus en plus étroit. À 44 ans, Florian Philippot n'apparaît plus seulement comme un ancien stratège politique, ni comme un dissident ayant quitté une grande machine partisane pour défendre son propre chemin. Il apparaît désormais comme un homme enfermé dans une vérité qu'il a lui-même choisie. Cette vérité, il ne l'a peut-être jamais formulée en une seule phrase spectaculaire, mais tout son parcours semble la murmurer avec insistance. Il a sacrifié le confort politique, les alliances faciles, les protections d'un grand parti, et parfois même la possibilité d'un retour au centre du jeu pour rester fidèle à une idée fixe, presque existentielle, celle de la souveraineté française. C'est cela, l'aveu terrible. Non pas un secret scandaleux inventé dans l'ombre, non pas une confession intime arrachée à un homme public, mais une révélation politique plus profonde. Florian Philippot sait que le chemin qu'il a choisi est peut-être le plus difficile de tous. Il sait qu'il aurait pu rester dans une structure plus puissante, accepter certains compromis, patienter, négocier, se repositionner. Il sait que d'autres auraient choisi la prudence. Mais lui a choisi la rupture. Ce choix l'a rendu libre, mais cette liberté l'a aussi isolé. Plus il a dénoncé ce qu'il considérait comme des renoncements, plus il s'est interdit à lui-même de renoncer. Plus il a accusé les autres de trahir la souveraineté nationale, plus il s'est condamné à rester fidèle à cette ligne, coûte que coûte. En politique, la cohérence est une force, mais elle peut aussi devenir une prison. Florian Philippot en est peut-être l'un des exemples les plus frappants. Ses partisans voient en lui un homme courageux, constant, capable de dire ce que beaucoup n'osaient plus dire. Ses adversaires y voient au contraire un homme enfermé dans une vision rigide, incapable d'élargir son horizon et de construire une majorité. Mais entre ces deux lectures opposées, une réalité demeure, Florian Philippot ne laisse pas indifférent, parce qu'il incarne une question que la France n'a jamais cessé de se poser. Qui décide vraiment? Le peuple, l'État, les institutions européennes, les marchés, les alliances internationales, les gouvernants élus ou les puissances qui les entourent? Toute sa carrière tourne autour de cette interrogation. Et c'est précisément pour cela que son parcours dépasse sa seule personne. Il devient le miroir d'une inquiétude française. La peur de ne plus maîtriser son destin. Florian Philippot a construit son combat sur cette peur, mais aussi sur cette promesse, reprendre le contrôle. Cette formule, simple en apparence, porte en elle toute la puissance et toute la fragilité de son projet. Car reprendre le contrôle suppose de rompre, de reconstruire, d'affronter des résistances et d'assumer des conséquences. À 44 ans, il n'est plus temps pour lui de se présenter comme un jeune espoir. Il est désormais un homme politique avec un passé, des blessures, des défaites, des fidélités et des ruptures. Il sait que chaque nouvelle étape sera jugée plus durement que la précédente. Il sait que ses adversaires attendent l'erreur, le recul, l'épuisement. Mais il semble continuer parce qu'une chose, chez lui, paraît plus forte que le calcul. La conviction d'avoir vu juste avant les autres. C'est peut-être là son moteur le plus profond. Florian Philippot ne veut pas seulement gagner une élection, il veut obtenir une forme de validation historique. Il veut pouvoir dire un jour « j'avais raison ». Pour certains, cette ambition est noble. Pour d'autres, elle est dangereuse, car elle peut conduire un homme à confondre persévérance et entêtement. Mais elle explique pourquoi il continue malgré les obstacles. L'aveu terrible, finalement, c'est peut-être celui-ci. Florian Philippot ne peut plus reculer sans se renier. Il a trop parlé de souveraineté pour accepter une demi-mesure, il a trop critiqué les compromis pour s'y abandonner. Il a trop construit son identité politique sur le refus pour devenir soudain l'homme de l'arrangement. Sa force est donc aussi son piège. Il reste debout, mais sur une route étroite. Il reste fidèle, mais au prix d'une solitude croissante.
Il reste visible, mais sans toujours réussir à transformer cette visibilité en puissance électorale. Et pourtant, son histoire n'est pas terminée. En politique, les trajectoires ne sont jamais définitivement écrites. Les périodes de crise peuvent faire revenir au premier plan ceux que l'on croyait marginalisés. Les idées jugées excessives à une époque peuvent réapparaître sous une forme nouvelle lorsque le contexte change. Florian Philippot mise précisément sur cela, le temps long, l'usure du système, la répétition des crises et le réveil d'un peuple qu'il estime trop longtemps dépossédé. La grande question est donc simple. Cette obstination sera-t-elle un jour récompensée ou restera-t-elle comme le témoignage solitaire d'un homme qui a préféré avoir raison seul plutôt que de gouverner avec d'autres? Personne ne peut encore le dire. Mais une chose est certaine. À 44 ans, Florian Philippot a déjà inscrit son nom dans une histoire politique faite de ruptures, de combats et de paris risqués. Son aveu terrible n'est pas seulement ce qu'il dit. C'est ce que sa vie publique montre. Il a choisi une idée plus grande que son confort personnel, et désormais cette idée le tient autant qu'il la porte. Si cette analyse vous a captivé, si vous aimez les récits politiques profonds, les portraits de personnalités publiques, les coulisses du pouvoir et les vérités que l'on découvre derrière les déclarations officielles, pensez à vous abonner à la chaîne. Votre abonnement nous permet de continuer à produire des enquêtes, des analyses et des récits documentaires sur les figures qui marquent l'actualité. Activez également la cloche pour ne manquer aucune nouvelle vidéo, car dans le prochain épisode, nous reviendrons sur une autre personnalité dont le silence cache peut-être une vérité encore plus bouleversante.